après cet excellent déjeuner, nous abordons maintenant la question du financement, les nouveaux horizons. Alors, nous avons bien vu à travers toutes les interventions précédentes qu'on remplit aujourd'hui en France toutes les conditions pour accélérer la transition de nos économies vers un monde post-carbone. Premièrement, nous avons des technologies matures dans de nombreux domaines, on l'a vu, le solaire, l'hydrogène, dans la construction, le bâtiment, et des technologies émergentes. J'étais très impressionné par ce qui a été dit tout à l'heure sur les perspectives de l'aéronautique électrique et hydrogène. On a également une prise de conscience évidente et maintenant qui était une évidence pour tous des enjeux climatiques et environnementaux, notamment dans les jeunes générations. Et enfin, nous avons un engagement des pouvoirs publics européens et nationaux qui se traduit par la mise en place de réglementations incitatives et de politiques de soutien financier direct, en particulier dans le cadre du plan de relance de l'économie à la suite de l'épisode Covid. Alors reste une inconnue majeure, comment l'offre de financement des acteurs et des projets de la transition énergétique se met-elle en place et comment accompagne-t-elle ce mouvement d'ensemble? Alors, produits de dette, produits d'equity, financement de projets, financement de l'innovation, financement bancaire participatif. Il y a une longue liste de produits financiers. Essayons de voir comment leur utilisation se développe. Et au niveau plus global, nous avons une situation tout à fait exceptionnelle avec des taux d'intérêt bas très durablement, des déficits publics abyssaux. Et donc la question, ça sera d'orienter sur le long terme les ressources disponibles vers les secteurs de l'économie verte. Alors comment tout ceci va-t-il se mettre en place? Alors pour en parler, nous avons fait appel à 5 experts du monde de la finance qui ont chacun une approche différente du sujet. Tout d'abord Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France, qui va intervenir à travers une vidéo. Sébastien Florençon, qui est membre de la direction de l'engagement de BNP Paribas, que j'invite à venir rejoindre la scène. Pierre-Antoine Machelon, qui est le CEO de Eiffel Énergie Transition. Amaury Blais, cofondateur de l'Indosphère, qui doit être dans la salle également. Bonjour Amaury. Et également Jean-Michel Nogueroles, juriste international et économiste, que je viens d'apercevoir et que j'appelle également. Voilà, donc bienvenue à tous. Et je propose, pour démarrer, d'écouter notre ami Patrice Béguet, qui va nous dire assez rapidement comment BPI France aborde l'enjeu de la transition énergétique. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, toutes mes félicitations aux organisatrices et aux organisateurs de l'Université de La Rochelle, et en particulier à mon amie Myriam Maestroni, qui depuis 9 ans anticipe l'innovation en termes d'écologie, et qui garde toujours une longueur d'avance en pensant le futur monde post-carbone, actuellement en cours de construction. Ce futur monde est la destination de ce que l'on appelle la transition énergétique. Ce monde ne pourra être construit qu'avec une nouvelle approche globale. Et ce thème sera abordé une fois de plus cette année à votre université. Ce monde devra compter sur l'hydrogène, un axe formidable et fondamental pour l'avenir, à la fois une solution de stockage des énergies renouvelables qui produisent de l'électricité, et c'est également un vecteur de mobilité, un carburant pour les avions, les trains, les camions, la rénovation énergétique dans le bâtiment, dans le tertiaire, de la décarbonation en général. On parlera aussi beaucoup du rôle de l'intelligence artificielle dans la transition énergétique. BPI France a fait cet été, vous le savez, le Big Tour, le tour de France des territoires du littoral. Nous avons pu constater, une fois de plus, l'énergie créatrice dans nos territoires avec un grand T, comme dans E5T, votre événement. On est présent dans un territoire qui est en pointe. Et j'en profite pour saluer et remercier mon ami Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle qui vous accueille, mais également la région, avec une femme formidable, Françoise Coutan, qui ont accueilli tous les deux cette deuxième année consécutive le Big Tour à La Rochelle. Plus que jamais, ce genre d'initiatives de l'Université de La Rochelle, du Big Tour, sont importantes pour notre pays.
Et BPI France, comme vous le savez, c'est la banque du climat. D'ailleurs, Myriam, tu as participé à notre big historique le 1er octobre dernier à l'Accor Arena en participant à une masterclass sur l'efficacité énergétique, avec talent, comme d'habitude. Et face au changement climatique et à ses conséquences, il est nécessaire de se mobiliser. N'attendons pas qu'il soit trop tard. BPI France a fait de la transition énergétique une priorité stratégique, avec ses solutions de financement, d'aide à l'innovation, d'investissement, en capital notamment, ou encore d'accompagnement. Nous nous engageons à côté de celles et ceux qui souhaitent entamer une démarche de transition écologique et énergétique pour servir l'avenir. L'avenir, c'est les jeunes. Mais l'avenir, c'est notre pays. C'est ensemble, solidaires et unis, que nous donnerons un avenir à notre planète et donc à notre jeunesse. Bonne journée, avec vous, plus que jamais. Alors, je me tourne tout de suite vers Sébastien Florençon. Donc, Sébastien, votre banque BNP Paribas a créé en 2018 une direction de l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mission de cette direction ? Oui, merci Eric. Oui, la direction d'engagement chez BNP Paribas, c'est un peu la direction de la RSE+++. C'est comment on intègre les enjeux RSE, CSR, ESG dans l'activité même de la banque, dans son business, dans ses offres. Voilà, donc la direction d'engagement, elle travaille sur plusieurs piliers dont la transition énergétique est l'un des plus importants, mais il y a aussi l'entrepreneuriat à impact, il y a aussi l'économie inclusive, travailler sur l'égalité des chances, l'accès à l'emploi, etc. Là, on va parler de transition énergétique, c'est un des piliers importants de cette direction de l'engagement. Et juste un mot pour marquer l'implication de BNP Paribas dans ces questions. La direction de l'engagement, c'est une vraie fonction, une vraie direction de la banque, et les responsables de cette direction, ils sont au comité exécutif de chaque métier, et le directeur de l'engagement du groupe BNP Paribas, qui s'appelle Antoine Cyr, que vous avez certainement vu quelque part dans la presse ou dans les médias, il est membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Donc c'est dire à quel point c'est important pour le groupe, ces questions-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire de quel type de financement vous avez conçu dans la banque pour assurer le financement de la transition énergétique ? Oui, je crois que alors, il y a des slides qui doivent passer. Slides, je sais pas si il faut qu'on arrive à les retrouver, parce qu'ils ont, semble-t-il, du mal. Oui, alors... bien sûr, on n'a pas... Sans slide, je crois, parce que là, on ne va pas les trouver. Ouais, comme disait Patrice Béguet, en fait, on fait un peu les mêmes choses. Hein. Voilà, BPI France, c'est la banque du climat, mais c'est une banque. Et donc, on a des activités qui sont un peu semblables. Malgré tout, le financement de la transition énergétique, c'est pas complètement nouveau chez nous. On a fait beaucoup depuis plusieurs années. On a dépassé même les objectifs qu'on s'était fixés en termes de financement des énergies renouvelables, enfin la production d'énergie renouvelable. On avait fixé 15 milliards pour 2020, on a dépassé, et là on est sur 18 milliards pour 2021. Ce que nous on voit, c'est qu'on a construit une offre aussi bien sur notre partie en France, hein, je dis, sur notre partie client privé que clients entreprises. Donc, sur les clients privés, on a par exemple mis l'accent sur les financements de la rénovation énergétique. On a un prêt spécifique à 1% sur le sujet. Les financements des véhicules électriques et hybrides. De la même façon, on a un prêt conso 1%, taux fixe, taux qui ne bouge pas, sur le financement de l'acquisition de véhicules hybrides ou de véhicules électriques. Et sur le corporate, on a une offre particulière importante sur la partie mobilité. On parlait de la mobilité tout à l'heure, ce matin, sur la mobilité avec notre filiale Arval. Le monsieur de AS Solutions, dont j'ai oublié le nom, nous parlait de ses LED, etc. Et il nous disait qu'il pouvait aussi les financer en location. Ben ça, c'est un des principaux métiers de nos filiales qui s'appelle BNP Paribas Rental Solutions. On fait ça. On finance tout ce qu'il montrait, on peut le faire. Voilà. Et enfin, on est assez en pointe sur les nouveaux modes de financement, notamment pour les producteurs d'énergie renouvelable, mais pas seulement. Les deux grands nouveaux modes de financement qui sont les green bonds, les obligations vertes, et les Sustainability Linked Loans, les SLL. Alors, c'est quoi, très rapidement ? Un green bond, c'est une émission obligataire, en fait, où les revenus de l'émission obligataire vont être concentrés sur des projets verts et ne vont financer que des projets verts. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est simplement que ces émissions obligataires vertes, elles ont tellement d'intérêt pour les investisseurs
que l'investissement est parfois, enfin que l'émission obligataire coûte en général moins cher à l'émetteur qu'une émission obligataire classique. Donc ça, c'est quand même très intéressant d'un point de vue même business, au-delà de l'intérêt pour l'environnement. Et les SLL, les Sustainability Linked Loans, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'un prêt est accordé à un emprunteur avec des KPI sociaux ou environnementaux. Et ces KPI, ces indicateurs, s'ils on fixe des objectifs, et si les objectifs sont atteints, eh bien, le taux d'intérêt peut bouger. Et évidemment, il bouge à la baisse. Et donc, là aussi, c'est un incentive, une incitation particulièrement importante à faire en sorte que les projets qui sont financés par la banque soient mis en place concrètement et aient des résultats concrets chez l'emprunteur. Alors, tout ça sont des produits de dette. Il y a également des produits d'equity dans le portefeuille des offres de BNP Paribas. Oui, alors là, dommage qu'on n'ait pas, malheureusement, pas ce slide, mais il y a un chiffre que vous pouvez retenir. La banque ne travaille pas habituellement en investissement directement en equity dans des entreprises. BNP Paribas, ce n'est pas sa politique. On investit à travers des fonds et on fait une exception pour les startups de la transition énergétique, ce qu'on appelle les clean tech, les green tech. Et donc, on a mis en place une enveloppe de 100 millions d'euros. On a 100 millions d'euros sur la table où on peut investir. Alors, c'est surtout en Europe et principalement en France, un peu en Allemagne aussi, directement au capital de start-up de la transition énergétique. Alors, c'est un exemple. Ce n'est pas le seul, parce qu'on investit évidemment beaucoup dans des fonds. On travaille beaucoup aussi dans certains fonds avec vous, avec Demeter. Et on investit aussi dans des fonds, on va dire, d'impact investing, on a plusieurs dizaines de millions d'euros, dans des fonds qui eux-mêmes ne vont investir qu'au capital de sociétés à impact, y compris dans l'environnement, pas seulement, mais y compris dans l'environnement. Et puis évidemment, on intervient également via nos fonds à nous, nos fonds maison, où on peut proposer du financement en equity à des clients de la banque, des fonds qu'on appelle des fonds ISR, où les particuliers, ou les gens qui sont clients de la banque privée, ou les gens qui ont de l'épargne entreprise peuvent aussi investir, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Une palette vraiment très large. Une palette. Pierre-Antoine Machelon, vous êtes le patron des financements de la transition énergétique chez FL Investment Group. Est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler quelle est la mission et le positionnement d'FL Investment Group? Oui, alors pas plus de slides pour moi que pour mon voisin. Non, hélas. Bon, ok, on va faire. Il y a une panne. On va faire de mémoire, voilà. FL Investment Group, on a été fondé en 2008, donc voilà, on est bien sûr beaucoup plus jeune que BNP Paribas, et désormais nous gérons 2,5 milliards d'euros, et nous sommes une soixantaine de personnes. Donc tous à Paris. Société de gestion, ça veut dire qu'on gère pour le compte de nos clients, en général institutionnels, des fonds que l'on investit en dette, en capitaux, sur les entreprises européennes. Alors, ce que l'on cherche à établir et à entretenir depuis maintenant de nombreuses années, c'est l'investissement d'impact. C'est un terme qui est galvaudé, mais qui veut quand même dire quelque chose. En tout cas, qui veut dire quelque chose quand il est décliné de façon concrète. Alors concrètement, chez nous, cela veut dire faire principalement 3 choses. Ce qui m'occupe au quotidien, c'est-à-dire financer les infrastructures de transition énergétique, donc avec un impact évidemment sur l'environnement, mais on va voir un petit peu plus, c'est-à-dire vraiment aider les acteurs de la transition énergétique dans leurs besoins aujourd'hui non adressés. C'est aussi financer, comme le disait mon collègue, avec des objectifs portés par nos entreprises financées en termes environnemental ou gouvernance ou sociale, c'est-à-dire avoir des KPIs, par exemple, je ne sais pas, le pourcentage de CDI, le pourcentage de femmes dans le top des dirigeants d'une entreprise, ces KPIs qu'on suit et qui impactent le coût du financement. Voilà, ça, je pense, c'est une initiative qui est appelée à énormément prendre de l'ampleur parce que c'est dans l'intérêt de tous. Et puis, le troisième aspect de l'investissement d'impact, c'est financer les entreprises qui sont petites et qui, de ce point de vue-là, n'ont pas accès forcément aux meilleurs outils. Et on a mis en place des structures pour le faire tout à fait efficace. Alors, vous m'avez parlé du biométhane, notamment de votre implication dans le sujet. Donc, c'est une technologie qui se développe, ce sont des projets qui se développent. Néanmoins, on n'est pas tout à fait à l'objectif. Ça fait tout de même maintenant depuis presque 10 ans qu'il existe un tarif d'achat pour le biométhane. Est-ce que vous voyez des freins ou
au développement de ce type de financement dans lequel vous êtes, je crois, très, très impliqué? Alors voilà, on a choisi de s'y impliquer parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de blocages, donc on pouvait peut-être apporter quelque chose de nouveau. Alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté. D'abord, parce que ce n'est pas comme le solaire ou l'éolien, il y a un risque industriel au quotidien. Biométhane, ça veut dire exploiter des résidus en général agricoles ou biologiques pour en extraire le méthane. Ça peut paraître simple comme ça, mais ça veut dire qu'au quotidien, il faut surveiller la marmite, ce qu'on y met, que ça soit le bon dosage, que la production de gaz se produise correctement en dosant. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas si simple. Donc, il y a une expertise industrielle à avoir qu'on n'avait peut-être pas autant développée sur les autres domaines du renouvelable. Et puis, il y a quelque chose qui concerne plus le financement. Et c'est là qu'on essaye d'intervenir, nous, avec des produits innovants en termes de financement. Oui. C'est-à-dire que vous avez, à cause de ce que je disais avant, besoin d'un porteur de projet. Vous avez besoin qu'il soit là. Et pour qu'il soit là, vous avez besoin de le laisser en détention de son projet. Et en même temps, il n'a pas beaucoup d'euros, en général, le porteur de projet local de méthane. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place? C'est donc des produits de financement en financement quasi-equity, c'est-à-dire qu'on prend un risque equity, on est rémunéré comme de l'equity, mais on laisse le porteur de projet en détention de la majorité de son capital. Et c'est un produit qui a énormément de succès. Donc là, on n'est pas en manque de projets, je peux vous le dire. Ça avance très fort, mais il faut le temps, évidemment, pour que ça se développe. Alors, autre domaine dans lequel vous êtes actif et qui est un domaine dont on a parlé beaucoup au cours de ces 2 journées, c'est les certificats d'économie d'énergie, qui sont un marché tout à fait massif, mais dans lequel il faut être justement innové. Et alors, vous êtes présent donc dans ce secteur-là aussi. Alors, on y est parce qu'on a développé depuis maintenant 4 ou 5 ans des produits de financement qu'on appelle bridge, de financement relais, qui ont la particularité d'être là pendant une période assez courte, beaucoup plus courte que ce que les financeurs habituels aiment. Donc 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois. Et pour les C2E, pour les certificats d'économie d'énergie, c'est critique. Parce qu'entre le moment où les travaux sont lancés et le moment où les certificats d'économie d'énergie sont réels, crédités, puis monétisés, il se passe ce laps de 9-12 mois. Ça a beau être court, c'est critique parce que ce marché, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Et ça repose sur des tout petits acteurs. On y revient. La granularité du financement, c'est critique. C'est-à-dire que ça repose sur des installateurs qui vont faire les travaux pour remplacer une chaudière ou pour isoler une maison. Ils ne peuvent pas lancer les travaux s'ils n'ont pas eu un prépaiement, un préfinancement. Voilà. Et les C2E, l'immense... Alors, il y a beaucoup de critiques, évidemment, beaucoup de défauts, je ne vais pas revenir dessus, mais l'immense avantage, c'est que c'est un produit standard, avec des fiches standards, donc sur lesquelles on peut mettre en place des financements industriels à notre niveau. Très bien. Je me tourne maintenant vers Amaury Blais. Donc vous êtes encore dans une autre approche du financement, qui est le financement participatif, connu aussi sous le nom de crowdfunding. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord, en quelques mots, nous présenter l'Indosphère, qui est votre société, et nous dire un peu quelle est la tendance du marché aujourd'hui du financement participatif dans le secteur qui nous intéresse, dans la transition écologique? Bonjour à tous. Alors, nous, effectivement, on est une autre brique du financement des énergies renouvelables. L'Endosphère, on est une plateforme de financement participatif spécialisée dans le financement des ENR, aujourd'hui principalement éolien et photovoltaïque. On existe depuis encore plus récemment qu'Eiffel, on existe depuis fin 2014. 2014, le contexte réglementaire s'est mis en place pour le financement participatif, permettant aux particuliers, au travers de plateformes qui ont les agréments des autorités financières, de proposer, de participer à des financements obligataires, des financements en equity. Et nous, l'Endosphère, on s'est spécialisé dans les énergies renouvelables.
Depuis fin 2014, on est arrivé sur 215 projets. On a apporté des financements à 215 projets, un peu partout en France. On a travaillé avec un bon nombre de développeurs, aussi bien des collectifs citoyens, parfois des petits développeurs qui ont un projet, un seul ou quelques projets à développer, que des financements qu'on a déployés pour des filiales de grands groupes. On a travaillé notamment avec EDF Renouvelables, les filiales d'Engie, les filiales de Total Quadrant par exemple, et l'ensemble des développeurs qui viennent nous voir, pas uniquement parce que pour répondre à un besoin de financement, puisque ce besoin de financement, ils peuvent le couvrir au travers de leurs financeurs traditionnels, banques ou sociétés de gestion, mais qui viennent nous voir pour ajouter une brique financement participatif sur leur projet. L'objectif étant souvent de permettre aux riverains des projets de participer à leur financement et donc à tout le monde de bénéficier des retombées économiques de ces projets. Alors ça, quel niveau de rendement est-ce que l'investisseur participatif demande par rapport à ce que, disons, à d'autres formes de financement? Est-ce que il y a un risque quand même assez élevé puisque c'est souvent financé en fonds propres, en equity? Au niveau du risque, sur les 215 projets qu'on a financés, sur les 75 millions d'euros qui ont été apportés sur ces projets, et dont une bonne partie est remboursée, puisque c'est souvent du crédit amortissable qu'on apporte, jusqu'à là, on n'a jamais eu aucun ni retard ni défaut. Et ça, c'est assez intéressant, parce que dans le paysage du financement participatif, si on regarde un peu tous azimuts, sur l'année 2019, c'est à peu près 600 millions d'euros qui ont été collectés sur les plateformes de financement participatif en prêt. Sur ces 600 millions d'euros, il y en a un peu moins de 20% qui concerne l'environnement, la problématique tous les financements des projets liés à l'environnement. Là-dessus, nous, on représente à peu près un quart du marché du financement participatif pour l'environnement. Ce qui est assez intéressant en termes de rendement, c'est que les rendements attendus par les privés, par les particuliers sur les projets d'énergie renouvelable sont les plus bas de l'ensemble du secteur du financement participatif en prêt. Et ça, comment ça s'explique? Ça s'explique par des projets qui sont souvent beaucoup plus solides et robustes que des projets liés à l'économie classique financée au travers des plateformes. Les seules plateformes qui n'ont pas de défaut de paiement, qui n'ont aucun défaut ni retard, sont les plateformes spécialisées dans les énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour illustrer donc les investissements qui sont réalisés en financement participatif? Alors, l'exemple classique de collecte, même si aucun projet se ressemble, ça va être une collecte en Bretagne, développée par un opérateur classique. Inclure principalement les riverains dans le financement de son projet et qui, en phase de développement du projet, va proposer au territoire, aux habitants de la commune et des communautés de communes concernées, de participer, de prendre une enveloppe, collectivement une enveloppe de 200 000 euros pour participer à la construction du projet. Donc le financement va être, sur un projet éolien, l'ordre de grandeur est beaucoup plus que 200 000 euros. Néanmoins, aujourd'hui, les riverains n'ont pas la capacité d'apporter la totalité du financement d'un projet d'énergie renouvelable. Donc, on va leur réserver 200 000 euros, rémunérés à 6% de taux d'intérêt pour les habitants de la commune, à 5% pour les habitants des communautés de communes, et puis à 4% pour les habitants du département du projet. Et on va réserver exclusivement la collecte à ces personnes. L'idée étant d'intégrer les personnes qui sont les plus concernées par le projet qui est à côté de chez eux. Et ça, c'est ce qui intéresse aussi bien nos clients que nos clients entreprises, développeurs, que les particuliers qui vont participer, parce que on est un financement de territoire. Sur la quasi-totalité des projets qu'on finance, ce qui va nous intéresser, c'est pas d'aller trouver du financement à proprement parler, mais vraiment d'aller permettre aux riverains du projet
qui va être concerné par ce projet, puisque les éoliennes vont être installées à côté de chez lui pendant un certain temps. On va lui proposer un outil de placement intéressant, plus intéressant que ce dont il a accès habituellement. Dans la perspective disons de l'abandon progressif des tarifs d'achat sur l'éolien et sur le solaire, enfin de leur remplacement par des mécanismes qui sont plus complexes et peut-être plus aléatoires, est-ce que le financement participatif dans votre segment peut en souffrir? Non, je ne pense pas qu'on en souffrira, parce que en contrepartie de ces mécanismes, il y en a d'autres qui sont mis en place pour favoriser le financement participatif territorial de ces projets d'énergie renouvelable. Notamment, la Commission de régulation de l'énergie a mis en place un mécanisme qui bonifie le tarif de vente de l'énergie des producteurs pour les projets qui auront sollicité du financement participatif. Ça, c'est le cas aujourd'hui dans l'éolien, le photovoltaïque, et ça a tendance à se généraliser sur toutes les technologies de production d'énergie, ou alors même les projets de production de chaleur. On a financé, aujourd'hui, ce n'est pas encore réglementaire sur la production de chaleur, c'est-à-dire il n'y a pas de mécanisme de bonus. Néanmoins, aujourd'hui, on est arrivé sur 2 projets de réseau de chaleur, qui sont des projets portés par Dalkia, sur lequel Dalkia a voulu que les habitants des communes sur lesquelles sont concernés puissent participer au financement des projets. Et ils ont alloué une poche pour un projet de 700 000, pour l'autre de 1 million d'euros, réservé aux habitants concernés. Ça permet de communiquer auprès des particuliers, ça permet la communication qui est essentielle pour ces projets de territoire, et puis ça permet de les impliquer et de leur donner un intérêt à s'intéresser à ces projets qui les concernent. Je me retourne vers Sébastien Florençon. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des encours de financement qui sont vraiment dédiés à la transition écologique de façon générale dans la politique d'une grande banque comme BNP Paribas? Alors, peut-être pas les montants eux-mêmes, mais les pourcentages, en gros, comment ça se traduit, finalement, cette orientation dans l'engagement vers la transition environnementale? Pas une question simple. En fait, la réponse ne sera jamais la même selon les banques et selon les établissements financiers. C'est bien la raison pour laquelle l'Union européenne est en train d'écrire ce qu'on appelle une taxonomie en anglais, c'est-à-dire une espèce de dictionnaire, en fait, pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'est un produit vert, un financement vert, une obligation verte, que sais-je. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus, évidemment, d'encours qui sont liés à cette transition énergétique. Même un pourcentage, vous me prenez un peu au dépourvu, Eric, c'est compliqué Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. L'objectif que le groupe s'est fixé, c'est d'atteindre ces 18 milliards d'euros de financement des producteurs d'énergie renouvelable dans le monde en 2021. Mais c'est pas le seul. Les producteurs d'énergie renouvelable ne sont pas les seuls acteurs de la transition énergétique. Vous avez tous les clients corporate, tous les clients, ce que nous on appelle retail, tous les clients personnes physiques, tous les entrepreneurs, tous les professionnels sont des potentiels clients, tout le monde a une rénovation à faire. Tout le monde a des panneaux photovoltaïques à mettre sur un entrepôt de logistique. Tous les ménages ont j'imagine qu'on en a beaucoup parlé depuis 2 jours, la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, c'est un puits d'emploi et un puits de valeur formidable, mais ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc tout le monde est concerné par ça. Donc ça sera de plus en plus une part importante de nos financements, évidemment. Et donc, puisque vous me donnez l'occasion de reprendre la parole, je m'en voudrais de ne pas en parler ici dans ce Cénacle. BNP Paribas, en association avec Économie d'énergie, a construit et lancé 2 sites, dont l'un cette semaine, donc c'est vraiment particulièrement neuf. Un pour les entreprises, en fait, qui s'appelle Change to Green, qui est pour une entreprise le moyen de se repérer, on va dire, entre les différentes aides, les différents certificats d'économie d'énergie, et puis les différents fournisseurs et artisans qui peuvent l'aider, pour à la fin obtenir le plus d'informations possible sur ce site, et puis aussi éventuellement un financement chez BNP Paribas. Et on a lancé ce même site, qui s'appelle Mon Projet Rénovation, pour les personnes physiques, pour les ménages, en fait. Voilà. De la même façon, c'est un moyen de se retrouver dans le maquis, parce que vous
vous disiez, effectivement, il y a beaucoup de critiques là-dessus, et c'est vrai. Tout le monde n'est pas clean, et tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Mais en tout cas, ce site, donc mon projet rénovation qui a été lancé cette semaine, donc si vous vouliez aller voir, n'hésitez pas, permet aux personnes, aux ménages, aux particuliers, de se repérer dans ce maquis et d'aboutir à un financement, à la fois des travaux et à un financement de BNP Paribas quand le dossier est monté. Et alors Pierre-Antoine, vous gérez des fonds de tiers. Est-ce que vous avez des projets de nouveaux concepts à proposer à vos clients, enfin à vos investisseurs, en 2020, en dehors des éléments que vous nous avez présentés, des secteurs sur lesquels vous êtes? Alors, à nos investisseurs, il faut leur montrer l'impact. Puis on a d'ailleurs une régulamentation qui a été mise en place qui oblige ces investisseurs à dire quel est l'impact en termes environnementaux de leurs investissements. Donc ça, on les aide en leur proposant des investissements dans des fonds qui ont véritablement cet objet grâce à la taxonomie dont vous parliez. On a des labels. Donc l'investisseur chez nous qui investit dans un fonds géré par Eiffel, qui a le label Greenfin, il sait qu'il y a un impact vert. Maintenant, là où la demande d'innovation est la plus forte, c'est de la part de notre autre type de clients, on va dire, qui sont les entreprises que l'on finance. Là, je disais tout à l'heure, il y a véritablement un besoin de garder la dynamique, donc de garder des entreprises et des entités agiles, donc indépendantes. Et en même temps, on a besoin d'equity. Donc, il faut trouver le juste milieu, qui est ce à quoi on s'emploie. Voilà. Donc, encore beaucoup d'innovation en perspective. Absolument. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Michel Nogueroles. Jean-Michel Nogueroles, donc vous êtes avocat et économiste. Et nous venons de passer en revue un large éventail donc, de produits financiers. Et leur mise en œuvre maintenant va dépendre de la disponibilité massive de ressources dans des bonnes conditions, et le fléchage vers l'économie verte. Alors partout en Europe, les gouvernements s'y emploient, mais la dimension européenne est absolument essentielle dans ce domaine. Vous proposez un plan Marshall de la transition écologique dans l'Union européenne et en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce plan Marshall ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous d'abord. Merci pour me donner la parole sur ce sujet qui me tient à cœur. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, la question des financements est très importante pour faciliter cette transition. On a parlé d'equity, de quasi-equity. On sait très bien que c'est une donnée du problème qui est essentielle parce que dans tous les ratios de financement, lorsqu'on examine un plan de financement, on a évidemment cette question des capitaux propres, des quasi-capitaux propres. C'est une donnée essentielle de la sécurité financière et économique de tous les projets. Donc, on touche vraiment au cordon de la bourse, c'est-à-dire au cœur du sujet. Et si on veut un vrai, je dirais, programme politique d'envergure, qui permettrait de relancer au passage l'économie européenne. On en a peut-être un petit peu besoin en ce moment. De relancer peut-être même l'Afrique, qui aussi a besoin de transition énergétique, et pourquoi pas la faire verte immédiatement, sans attendre de passer par les méandres que nous avons connus, mais sur une centaine d'années. Si on voulait vraiment concentrer tout ça, et sans que ça pèse sur, évidemment, la dépense publique et l'endettement public, parce que c'est l'autre sujet des politiques publiques, et qu'on imagine quelque chose qui soit un mixte d'un financement monétaire, mais qui est totalement interdit s'il ne reste que monétaire, bien sûr, et d'un financement en capitaux propres ou en quasi-equity ou en equity, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et là, on a peut-être des outils. Moi, je suis parti de l'idée de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie que tout le monde connaît, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, qui, dans une interview aux Échos en janvier 2015, à la question qu'on lui posait de ce qu'il pensait de la nouvelle politique qui avait été adoptée par la Banque centrale européenne, c'est-à-dire le quantitative easing, la politique d'accroissement quantitatif, il a répondu, c'est très bien, ça va éviter la faillite et donc la chute systémique du système bancaire et financier, mais si vous attendez d'avoir la croissance et l'emploi au rendez-vous, vous ne l'aurez pas. Si vous souhaitez l'avoir, il faudrait faire un vaste plan d'investissement. À l'époque, on parlait beaucoup de la Grèce, il parlait notamment d'infrastructures en Grèce. Et il disait, l'une des solutions pourrait être que la Banque européenne d'investissement émette des obligations qui soient rachetées massivement par la Banque centrale européenne, et on pourrait ainsi financer un vaste plan d'infrastructures et d'investissement en Europe. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Alors,
On va y venir. Effectivement, Christine Lagarde a reconnu, lorsqu'elle est passée devant le Parlement européen, que la Banque européenne d'investissement émettait d'ores et déjà des obligations vertes. Alors on va bien sûr définir tout ça un peu mieux dans les prochaines années. On est d'accord, on reste sur des concepts généraux en imaginant qu'on soit d'accord sur ce qu'est une obligation verte, ce qui n'est pas une obligation verte, etc. Tout ça, ça va se définir, c'est technique et on va y arriver. Elle a reconnu qu'il y a à peu près 18 milliards d'euros, ce qui est assez marginal, par rapport aux 2600 milliards qui ont été injectés dans le cadre du quantitative easing. C'est-à-dire que la Banque centrale a racheté aux banques commerciales entre la fin de 2014 et la fin de 2019 pour 2600 milliards d'actifs financiers. Comprenez des titres, c'est-à-dire des bons du Trésor et des obligations du secteur public principalement et du secteur privé, dont 18 milliards d'obligations dites vertes. Aujourd'hui, si on voulait mettre en place ce plan, en effet, vous avez raison, on aura un souci qui est un souci d'ordre juridique, car les traités européens ne le permettent pas. En plus, on a eu un arrêt qui a été très largement commenté dans la presse, qui a été rendu par la Cour suprême allemande en matière constitutionnelle. C'est un peu le super conseil constitutionnel allemand, la Cour de Karlsruhe, le 5 mai 2020. Et la Cour a épinglé le gouvernement allemand pour avoir suivi les institutions européennes dans cette affaire, en considérant que la Banque centrale européenne est allée beaucoup plus loin que la mission qui lui était confiée en vertu des traités. Alors que 2 ans plus tôt, interrogée sur une question à peu près comparable, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt considérant que le quantitative easing n'était pas contraire au traité de l'Union européenne. Donc là, on voit bien qu'on a une difficulté politique, on a un défi juridique parce qu'on a 2 cours dont bien sûr, la compétence juridictionnelle est celle de la Cour européenne, mais l'Allemagne, c'est quand même l'économie la plus puissante de l'Union européenne. Donc, fermer les yeux et dire on n'a aucun problème parce que ce n'est pas de la compétence juridictionnelle de la Cour allemande, c'est se leurrer. Donc, quand un même traité est interprété de 2 manières par 2 cours qui ont une importance aussi grande, c'est que le traité doit être révisé de toute évidence. Et il n'y a pas 36 façons de le faire. Soit on dit c'est interdit, ce que veulent une partie, pour être clair, la droite allemande, soit on dit c'est autorisé, mais à ce moment-là, il faut mettre en place quelque chose d'envergure. Et c'est cette offre alternative sur le plan des idées que, parmi d'autres, j'essaie modestement de porter en disant, mais attention, si on autorisait les choses, on pourrait peut-être le faire sans pour autant aller dans la création purement monétaire, tout simplement parce qu'on pourrait permettre à la BEI, si on revoyait son statut à travers le traité de l'Union européenne et si on revoyait le statut de la BCE en lui assignant un objectif au-delà des 2% d'inflation qui serait la croissance, l'emploi, ainsi que la réalisation de tout objectif qui pourrait être considéré comme prioritaire par les autorités européennes. Or, la transition écologique a été considérée comme prioritaire. Or, nous avons signé des traités internationaux qui font qu'elle est prioritaire et que ça s'impose comme une norme supérieure à tous les pays de l'Union européenne. Donc, en effet, si on réformait le statut de la BCE, on pourrait rentrer dans cette logique sans que la Cour allemande vienne nous expliquer que ce n'est pas tout à fait légal. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, donc, on est confronté à un risque de reprise, une reprise de l'épidémie, clairement, et avec des risques de nouvelle dégradation des comptes publics un peu partout en Europe. Est-ce qu'il y a une autre solution que celle que vous proposez, tout simplement ? Alors justement, elle ne pèse pas, j'insiste, sur les comptes publics. C'est ça l'avantage de cette solution. C'est-à-dire que le financement purement monétaire, c'est-à-dire celui qui finance la dépense publique par la création monétaire, est interdit, parce qu'il est hyper inflationniste de manière structurelle, évidemment. Mais si on s'en tient à l'idée que la BCE pourrait abonder, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est interdit par le traité, au capital de la BEI. Aujourd'hui, au capital de la BEI, on a 48 milliards d'euros et on n'a que les États membres. Si demain, on autorise la BCE à devenir un actionnaire comme les autres États membres de la BEI et que le capital passe de 248 à 3 fois plus, par exemple. Ce n'est pas une création monétaire qui finance la dépense publique, c'est un actif qui va se retrouver au bilan de la BCE. C'est un titre de participation sur du long terme. J'ai un actif, je n'ai pas de dépenses, j'ai une immobilisation de long terme. Ensuite, la BEI a un coefficient de par son statut qui est d'engager pas au-delà de 250% de son capital. Donc si je passe de 250 à 750 et que je peux aller sur 250 fois ça, vous avez compris que j'ouvre complètement l'amplitude du financement de la BEI. Si l'étape suivante est de dire, maintenant la BEI, elle se comporte comme un fonds d'investissement en equity, vous avez bien entendu, quasi-equity ou equity, ce que font pour partie ces messieurs, avec beaucoup de talent, mais ça pourrait justement se faire conjointement. Ce n'est pas du tout de la concurrence aux banques commerciales qu'il faut faire. C'est pour aider à sortir plus de projets, plus vite, et peut-être certainement conjointement avec toutes les institutions qui sont représentées ici. Ce n'est pas du tout pour faire concurrence, évidemment, au secteur commercial. Mais en revanche,
Si on met plus de capitaux propres sur la table, si on met plus d'equity sur la table, eh bien, les mêmes capitaux propres disponibles dans les entreprises qui vont s'occuper de ces projets permettront d'avoir un effet multiplicateur plus important. Et si, in fine, la BEI se refinance par la sortie, comme un vaste classique fonds d'investissement equity, par la sortie en plus-value, si elle en fait, et en moins-value si elle n'en fait pas, en espérant qu'il y ait une compensation entre les deux, eh bien non seulement je n'ai pas utilisé la dépense publique, non seulement je n'ai pas utilisé la création monétaire au-delà, bien sûr, de l'investissement en equity, mais en plus, je rembourse mes obligations qui ont été souscrites parce que, in fine, sur une période de 7 à 10 ans, par exemple, comme un fonds d'equity classique, j'ai une sortie prévisionnelle sur un projet qui en vaut la peine. Eh bien, si on mobilisait 2500 ou 2600 milliards, c'est-à-dire exactement l'argent qui a été injecté par la BCE dans les banques commerciales sans aller directement à l'économie réelle pour une grande partie, même si ça fait baisser les taux, ça facilite le crédit, on est d'accord, eh bien, je pourrais avoir un effet multiplicateur beaucoup plus important et je pense qu'on aurait, au-delà de tout ça, facilité grandement le financement dont on vient de parler. Évidemment, pour cela, il faut faire avancer ces idées, faire en sorte que la société civile s'en empare, que les politiques enfin puissent se sentir considérés par autre chose que l'orthodoxie monétaire allemande et que l'on réfléchisse à des solutions alternatives. Bravo. Je crois que finalement, ce que vous proposez, c'est que, au lieu que la transition énergétique soit en quelque sorte un parent pauvre et une sorte d'obligation nouvelle qui pèse sur les économies, c'est plutôt la transition énergétique au service du sauvetage des économies européennes et de la zone euro. Absolument, c'est une fenêtre d'opportunité, pour reprendre l'expression du professeur De Graux de la London School of Economics. Écoutez, j'espère que tout le monde aura été convaincu et que nous serons tous les porte-parole de cette idée très, très brillante. Et en tout cas, à tous ceux qui sont sur le plan opérationnel dans les projets de financement, les projets d'investissement, dans toute la communauté financière. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et merci de votre intervention. Je remercie les trois autres invités également.